Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Claude Debussy. Considéré aujourd'hui comme l'un des pères de la musique du XXe, Debussy est né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye. Après avoir passé son enfance aux côtés de sa tante qui lui apprit les rudiments de l'art et plus particulièrement de la musique, Debussy partit pour le Conservatoire de Paris à l'âge de 10 ans pour étudier le piano, le solfège, l'harmonie et la composition. Il y resta 11 ans où il enchaîna les prix malgré les critiques et remarques de ses enseignants. En effet, le jeune Debussy choquait par ses harmonies surprenantes. Cependant, certains de ses maîtres de l'époque, comme Émile Durand, relevaient discrètement l'ingéniosité des libertés harmoniques. À l'âge de 22 ans, et après 2 tentatives, Claude Debussy décrocha le premier prix de Rome en 1884 avec sa cantate L'Enfant prodigue, et séjourna 1 an à la Villa Médicis. Malgré sa réussite, Debussy n'aima pas cette routine loin de son pays et de ses habitudes et retourna en France avant la fin de son contrat. C'est après cette expérience que Debussy commença à fréquenter les mardis, rassemblement d'amis et disciples de Stéphane Mallarmé, poète symboliste. Grâce aux idées des poètes et artistes présents, mais aussi sous l'influence d'Éric Satie, Debussy développa son esthétique. Bien que le terme d'impressionnisme exaspérait Debussy, il est l'un des rares compositeurs que l'on peut rattacher à ce mouvement. Malgré des similitudes avec ce mouvement, mais aussi avec le mouvement symboliste, Debussy se disait hors de tout courant. Pour Debussy, la musique est un assemblage de couleurs et de tableaux sonores. Il n'exprime pas ses sentiments à travers les œuvres comme les romantiques, mais partage des atmosphères, des tableaux. La nature devient une grande source d'inspiration. Il fut également très inspiré des poèmes de Musset et Verlaine. Par exemple, le poème Clair de lune de Verlaine, écrit en 1869, a inspiré Debussy pour composer Clair de lune, 4e mouvement de la suite bergamasque de 1890 que nous avons entendu au début de l'exposé. Mallarmé et ses poèmes ont aussi été une grande source d'inspiration, avec par exemple le faune, dont nous reparlerons juste après. En parallèle, les œuvres de Debussy recevaient beaucoup de critiques, notamment à cause de leur nouveauté. Progression interdite, accords inhabituels, dissonances non résolues, inspiration aux modes. En résumé, Debussy s'affranchit des règles d'harmonie. Dans la décennie de 1890, Debussy composa 3 œuvres marquantes. Le Quatuor à cordes de 1893, Prélude à l'après-midi d'un faune en 1894 et les 3 nocturnes pour orchestre en 1899. Avec cette dernière œuvre, Debussy change les nomenclatures. En effet, ces 3 nocturnes ne correspondent pas à la forme que nous connaissons. Le terme de nocturne est utilisé dans un sens plus général, au sens de lumière, d'impressionnant. Chaque titre est choisi en fonction de ce qu'il représente. Je vais maintenant vous parler de Prélude à l'après-midi d'un faune. Composée en 1894, cette œuvre est considérée comme le premier ouvrage dans lequel le génie de Debussy est réellement révélé. À l'origine, le compositeur avait prévu de composer un triptyque, une œuvre en 3 parties comportant le prélude, l'interlude et la paraphrase finale. Seul le prélude vit le jour. Cette œuvre est inspirée d'un poème de Mallarmé. On note que le nombre d'alexandrins correspond au nombre de mesures, 110 alexandrins pour 110 mesures. Le thème, joué à la flûte, représente le songe du faune. Il peut être appelé leitmotiv. Il apparaît de nombreuses fois et revient dans différentes tonalités. Cependant, cette mélodie est compliquée à chanter et ne rentre pas facilement en tête. La raison ? Une mélodie complexe comportant des chromatismes, basée sur une harmonie recherchée et des rythmes semblant absents. Il y a une impression de flottement. Seuls des instruments doux sont utilisés pour représenter le rêve. Chaque pupitre de cordes est divisé. Plus de son, plus de flou. Cette œuvre connut un grand succès, car tout est nouveau pour l'époque. La forme du morceau, les rythmes, pulsations et mesures complexes, changements de tempo, alternance binaire-ternaire. Les silences ont une grande importance pour donner une impression d'absence rythmique et métrique. Cela aide à la représentation du rêve. L'harmonie aussi est nouvelle et complexe. Les appuis se font sur des accords inhabituels. Il y a des enchaînements non conventionnels d'accords de 7/5 barrés enchaînés avec des accords de dominante. L'orchestre est également vu sous un nouvel angle. On ne décèle pas de tonalité, les tritons ne sont pas résolus.
Dans cette œuvre, Debussy casse les codes harmoniques. En 1912, le chorégraphe Nijinsky fera de cette œuvre un ballet. Cela fera scandale car certains pas et passages, nouveaux pour le public, choqueront. Il existe également un tableau du même nom du peintre Lévi Durmer. Prélude à l'après-midi d'un faune marque le début d'une voix que seul Debussy comprenait, maîtrisait et où personne ne pouvait l'égaler. En 1883, Debussy vit au théâtre un drame de Maeterlinck qui le marqua fortement, Péléas et Mélisande. Ayant été séduit par l'absence de temporalité et la présence d'un amour impossible, notre compositeur commença l'écriture en 1892. La pièce raconte comment, lors d'une partie de chasse, Golo, prince du royaume d'Almonde, rencontre une jeune fille en pleurs au bord d'une fontaine, Mélisande. Il décide alors de l'épouser. Or, au château, Mélisande fait la connaissance du jeune frère de Golo nommé Péléas. Les deux jeunes tombent amoureux. Golo le découvre et devient fou de jalousie. Il tue son frère et blesse à mort Mélisande. Il termina la composition en 1895, mais un conflit avec le dramaturge repoussa la première représentation à avril 1902. En effet, Maeterlinck avait pour projet de faire jouer le rôle principal féminin à sa femme. Après réflexion, Debussy et le directeur de l'opéra comique décidèrent de donner ce rôle à Marie Garden, célèbre cantatrice de l'époque. Maeterlinck prit cette décision comme une trahison et voulut se venger, notamment par une demande en duel et une lettre au magazine Figaro. D'autres problèmes vinrent se greffer à cela. La tension qui régnait dans la salle lors de la répétition générale, mais aussi lors de la première représentation, encouragea des assauts entre défenseurs et détracteurs de Debussy. Les critiques de la presse reflétaient cette division de pensée. Les articles étaient soit très négatifs, critiquant Debussy, son œuvre et son esthétique, ou au contraire très positifs, déclarant que Debussy était en train de révolutionner la musique et l'esthétique musicale de l'époque. Les critiques négatives ont réussi à susciter la curiosité de beaucoup, si bien que, dès la 7e représentation, Debussy et son opéra firent salle comble. Ce succès dura 2 saisons. Cette œuvre novatrice et moderne change tous les codes de l'opéra que l'on connaissait jusque-là. Aucun développement, aucun retour aux répétitions, pas de mélodie qui pourrait attirer notre oreille pour la mémoriser facilement. Des harmonies toutes plus complexes les unes que les autres. Il s'agira du seul opéra de Debussy, et sera considéré comme l'œuvre la plus représentative de son génie. Parallèlement à cela, Debussy commença sa collaboration avec la Revue Blanche en 1901 et deviendra Monsieur Croche, critique musical. Son objectif est de partager son esthétique et ses idées au plus grand nombre, tout en veillant à garder une grande liberté de ton. Cette nouvelle fonction lui permettra de répondre à ses détracteurs, même s'il ne prêtait pas attention à eux, ni même à ses admirateurs, tout en jouant avec humour sur la situation. Nous allons maintenant nous attarder sur une œuvre majeure de Debussy, La Mer, 3 esquisses symphoniques pour orchestre. Composée en 1905, cette œuvre dérouta le public. La structure inhabituelle de l'œuvre, la tonalité floue car utilisation des modes, l'absence de thème revenant à l'identique. Tous les moyens sont utilisés par Debussy pour que l'auditeur voie la mer devant lui, la ressente. Les sonorités utilisées, le rythme représentant le mouvement de l'eau, grâce au tempo notamment, les harmonies, superposition des voix, des rythmes, reflétant les mouvements continus de la mer. L'auditeur, par la complexité de l'œuvre, est poussé à apprécier la qualité du son lui-même. Il doit fournir un effort d'attention. Je vous laisse maintenant écouter un court extrait de chaque mouvement.
Les 3 mouvements de cette œuvre ne peuvent être joués séparément. Chacun d'eux raconte un moment de la journée. Debussy peint la mer et son évolution. Cette complexité musicale valut à Debussy de nombreuses critiques où l'on reprochait à sa pièce d'être trop étrange, curieuse et d'être incompréhensible. Par son œuvre, Claude Debussy défie le temps. Il n'y a pas de chronologie, il n'y a que l'instant présent. Les 10 dernières années de la vie du compositeur ont été assombries par de fortes souffrances physiques causées par un cancer. Cette période fut également marquée par la Première Guerre mondiale. Dans un esprit patriotique, Debussy fit signer ses œuvres Claude Debussy, musicien français. Il continua de composer malgré la guerre et la maladie sur des thèmes de son temps, Ode à la France ou encore Noël des enfants qui n'ont plus de maison. Il entreprit également la composition de 6 sonates pour instruments. Il n'eut pas le temps de composer les 6 avant sa mort. Seuls 3 virent le jour. Sa mort, le 25 mars 1918, passa presque inaperçue au vu des événements. Je vais maintenant vous parler de certaines œuvres qui nous permettront de cibler quelques nouveautés harmoniques utilisées par Debussy. Comme dit plus tôt, Debussy cherche la nouveauté harmonique, de nouvelles couleurs et associations instrumentales, comme Berlioz. Il se sépare de la tonalité pour se tourner vers la modalité. En bref, il souhaite se libérer des limites de l'harmonie traditionnelle pour accéder à un nouvel univers. Dans le prélude Bruyère, on observe des changements de mesure. Cette technique donne une sensation d'accélération ou de ralentissement. On observe également des sixtes et neuvièmes ajoutés à certains accords. Notre compositeur joue également avec les notes étrangères, comme dans la seconde arabesque où on observe une pédale inclue dans une broderie de mi à la main droite. Ce système crée à la fois un repère, un élément qui revient, mais également des dissonances, une instabilité. Debussy fait appel à l'utilisation de la gamme parton dans son prélude voile. L'utilisation des différents modes permet de découvrir une nouvelle couleur musicale qui jusque-là n'était que très peu utilisée en Occident. Debussy a également écrit une suite de 6 pièces pour piano seul. Dans une des pièces, nommée Jimbo's Lullaby, Debussy utilise un mode pentatonique. Ici, ce mode rappelle l'Asie. Il utilise également le mode pentatonique dans sa première arabesque. Image pour orchestre, composé entre 1906 et 1908, est un triptyque ayant au centre l'image nommée Iberia. Dans cette œuvre, Debussy ne parle pas d'un pays qu'il connaît, mais plutôt, il rassemble et crée un tableau de ce qu'il pense que l'Espagne est. Cette œuvre porte le même nom que l'œuvre d'Albéniz. Cependant, il ne s'agit en aucun cas d'une copie, ni même d'un hommage. Monsieur de Falla dira de cette œuvre: Debussy a prétendu non pas faire de la musique espagnole, mais bien traduire ses impressions d'Espagne, d'une Espagne qu'il ne connaissait guère ou pas, et qu'il a imaginée avec une exactitude incroyable. Pour conclure, je vais maintenant parler de l'œuvre Syrinx. Cette pièce pour flûte traversière est caractéristique de l'esthétique de Debussy. On y retrouve une ambiguïté harmonique, une liberté formelle, un tempo fluctuant, des rythmes irréguliers, des couleurs subtiles, un mouvement elliptique, une esthétique du rêve, de l'imaginaire, et la présence de nombreux chromatismes qui rendent la mélodie compliquée à retenir et à rechanter. Cette œuvre me semblait adaptée pour conclure, car elle rassemble toutes les nouveautés et caractéristiques de la musique de notre compositeur, Claude Debussy.